va essayer de s'entretenir sur un fait qui marque un peu la société, un fait qui a beaucoup répandu, c'est-à-dire cette question de silure là. Le silure, est-ce un poisson ou un être divin? On se pose beaucoup cette question. Je ne sais pas si, vu qu'il y a certaines communautés qui ne consomment pas le silure, et il y a d'autres qui consomment le silure, il y a certaines personnes qui voient le silure dans les monstres. On va essayer de décortiquer tout ça. On y va. Origine et nom. De ce nom scientifique, Silurus glanis, qui est composé de deux éléments et le nom scientifique Silurus qui fait référence ou qui désigne un silure, ensuite glanis qui désigne un glaneur. C'est quoi un glaneur? Le qualificatif de glaneur lui est accordé par sa capacité à s'alimenter de manière opportuniste. Tu vois, il glane, c'est-à-dire qu'il ramasse tout ce qu'il trouve sur le fond, agissant comme un véritable aspirateur des rivières. On rappelle que le silure vit dans les eaux douces. Quand on parle d'eau douce, c'est tout ce qui n'est pas eau de mer, c'est-à-dire les fleuves, les lacs, les rivières, les étangs, les mares, et puis les flaques. C'est ça les eaux douces. On continue. Selon certaines régions, les hommes lui ont donné un surnom, le moustachu, le monstre des rivières ou encore le requin des eaux douces. Ça, c'est un peu abusé pour juste un simple poisson. Ensuite, l'origine. Le silure est un voyageur de l'Est. Contrairement aux idées reçues, le silure n'est pas une espèce exotique comme le piranha, non. Le silure est une espèce autochtone d'Europe. Il est originaire d'Europe de l'Est et d'Asie du Centre, c'est-à-dire des bassins du Danube et de la Volga et de la mer Caspienne. Initialement cantonné en Europe de l'Est, le silure glanon a colonisé l'Europe occidentale, c'est-à-dire la France, l'Espagne et l'Italie, dès le 19e siècle. Cette expansion s'est accélérée via deux facteurs, c'est-à-dire qu'il y a deux vecteurs qui ont accéléré son expansion en Europe de l'Est. C'est la pisciculture. Les Européens, fascinés par la pisciculture, ont décidé de se lancer dans la pisciculture. Et comme le silure glanon est une espèce qui, a, qui résiste beaucoup aux intempéries, qui résiste aux troubles de l'atmosphère. Donc, ils ont décidé de faire venir cette espèce-là. Ensuite, aussi au niveau de la pêche sportive. On rappelle que chez eux, là-bas, ils pratiquent une pêche sportive où chaque pêcheur va essayer d'envoyer un silure glanon en guise de trophée. Ensuite, le silure. Y a-t-il des silures en Afrique? Le silure glanon n'est pas une espèce indigène du continent africain. Il n'y a pas de silure glanon en Afrique. Sa présence est donc strictement anthropique. C'est-à-dire que sa présence est caractérisée par l'action de l'être humain. C'est l'homme qui a envoyé le silure glanon en Afrique, mais majoritairement en Afrique du Nord, en Tunisie et en Algérie. Là-bas, ils l'ont envoyé pour remplir les barrages et faire l'élevage aussi. Il n'existe pas de silures originaires d'Afrique, mais plutôt des poissons-chats d'Afrique. On peut citer comme poisson-chat d'Afrique, on a Clarias garipinus, on a Heteroprontus longifilus, on a Paracana obscura et bien d'autres. Le silure d'Afrique, techniquement, est une espèce indigène sur la quasi-totalité du continent africain, du bassin du Nil jusqu'en Afrique du Sud, ainsi qu'au Proche-Orient. C'est là-bas qu'on trouve l'expansion du poisson-chat d'Afrique. Il s'est étendu un peu en Afrique, mais on rappelle que le silure glanon n'est pas en Afrique. Même s'il est en Afrique, c'est uniquement en Afrique du Nord, en Tunisie et en Algérie. Voilà un peu ce qu'on appelle le silure glanon. Le silure glanon est une très grande espèce qui peut mesurer jusqu'à 2,5 mètres de longueur et peser jusqu'à 135 kg pour un poisson. Voilà, il a une espérance de vie qui peut aller au-delà des 55 ans, voire les 60 ans. Ça, c'est le poisson-chat d'Afrique, c'est-à-dire Clarias, le poisson-chat d'Afrique, Clarias garipinus. J'aurais pu mettre les autres poissons tels que Heteroprontus longifilus qu'on a la coutume de voir ou Paracana obscura qui est le silure noir. Mais ça, c'est le poisson-chat d'Afrique. On voit qu'il y a une très grande différence entre ce poisson-là, ce silure glanon et le poisson-chat d'Afrique. Il y a une très grande différence entre ces deux poissons, donc à ne pas confondre. J'espère que cette ambiguïté-là s'est levée de votre esprit ce soir. Ensuite, on continue. Un arsenal sensoriel précis. Notre discussion va s'accentuer sur le silure glanon. C'est à ça qu'on va s'intéresser. Peut-être on va faire d'autres vidéos sur les silures ou les poissons-chat d'Afrique, mais ça vient avec le temps.
Continuez à me soutenir, soutenez-moi comme Maras. Je vous demande pardon, soutenez-moi. Ensuite, on a le Silugan, qui a un arsenal sensoriel de précision. On rappelle de précision. Le radar vivant des eaux douces. Ces barbillons ou moustaches contiennent jusqu'à 250 000 récepteurs gustatifs et tactiles. Tu vois, ce qui va lui permettre de goûter l'eau et de détecter les proies à distance, même dans le noir. On rappelle que le silu n'utilise pas ses yeux pour chasser, non, il utilise ses barbillons pour chasser son ouïe. À défaut de son œil, il utilise son ouïe pour chasser parce qu'il capte très vite les radiations. Ensuite, il y a l'appareil de Weber. L'appareil de Weber qui fait la connexion entre la vessie natatoire et l'oreille interne. On rappelle que on appelle vessie natatoire. La vessie natatoire, c'est l'appareil qui permet au poisson de flotter. C'est l'appareil qui donne la flottabilité au poisson. C'est ça qu'on appelle la vessie natatoire. Ensuite, l'appareil de Weber va jouer le rôle d'amplificateur externe. Il va permettre de capter les vibrations émises par les autres poissons qui sont aux alentours. Dans son écosystème, les autres poissons qui sont là, ils vont émettre des radiations et lui, ils vont émettre des vibrations et lui, il va permettre de capter ça à l'appareil de Weber. On a les électrorécepteurs. On a les électrorécepteurs la capacité de percevoir les micro-champs électriques émis par les muscles des autres proies, qui vont lui permettre de localiser une proie immobilière et dissimuler dans les vagues. Une proie, parce qu'on rappelle que les poissons ne dorment pas, les poissons font un semblant de sommeil, les poissons se reposent. Donc un poisson qui se repose dans l'eau, il ne fait pas de signe. Donc lui, son électrorécepteur va lui permettre de pouvoir capter ça et puis même si un poisson est confondu dans la vague, on va lui permettre de capter ça et puis calage quoi. Ensuite, voilà un peu sa machine sensorielle. On a dit qu'à défaut de ses yeux, il utilise ses barbillons pour chasser. Il en possède 6 qui lui permettent de capter les vibrations, les odeurs et les goûts. Il a une gueule large, pavée, de nombreuses petites dents. De nombreuses petites dents. Technique de chasse innovante. Waouh, ce poisson on peut dire qu'il a une mémoire. Si on abuse, on peut même dire que ce poisson a une mémoire. Il est plus qu'un simple prédateur, c'est un tacticien. C'est un tacticien. Tu vois, c'est un tacticien. Tu vois. Lui, il a mis en place une technique de chasse. C'est-à-dire que la première technique de chasse qu'il a mis en place, c'est le bishing. Échouage volontaire. Il va volontairement se placer sur la berge. La berge, là, c'est quand il y a le coup d'eau ici, en haut, un peu en haut, là. En haut, vers la digue, là, c'est ça qu'on appelle la berge. Donc, il va se placer volontairement sur la berge pour pouvoir chasser des proies terrestres telles que les pigeons, les proies terrestres, telles que les pigeons, et puis tout ce qui se trouve aux alentours, les rats, ça qu'il peut les capter et les manger. Ça, c'est la simulation des stratégies de chasse des orques. Les orques ont la même stratégie de chasse. Ils se mettent sur la berge pour chasser les pigeons, tout ce qui passe, les aigles. Ensuite, on a la technique du vortex. La technique du vortex, c'est un peu cette technique qui est utilisée par les baleines. C'est-à-dire qu'elle va avaler une quantité énorme d'eau qui contient les poissons. Les poissons vont directement rentrer dans l'estomac sans avoir de contact physique avec la gueule. Donc, lui, dans son cas, il va aspirer juste 50 à 30 litres d'eau. 50 à 30 litres d'eau, les proies sont aspirées directement dans l'estomac sans contact physique. Ça, c'est waouh. Ça, c'est un peu sa technique là. La première technique, on a dit, le bishing. Le voilà ici, il va se mettre légèrement sur la berge pour pouvoir capturer ces proies là, c'est-à-dire les pigeons. Ce poisson aussi possède une biologie de survivant. Son système est très robuste. Il a une adaptation et une résilience très forte vis-à-vis de son écosystème. Ce poisson a une croissance indéfinie, c'est-à-dire qu'elle peut atteindre, elle n'a pas d'âge limite ni de taille limite. Mais ce que les études ont montré, le plus vieux silure qui a été vu sur Terre, le plus vieux silure qui a été vu sur Terre, il avait 60 ans et puis il mesurait une taille de 2,70 mètres. Waouh, c'est énorme pour un poisson d'eau douce. Pour un poisson d'eau douce, c'est énorme, 2,70 mètres. Ensuite, une tolérance physiologique. Et suivi dans le milieu
hypoxique, c'est-à-dire les milieux très pauvres en oxygène, lui, il peut survivre là, même s'il n'y a pas d'eau, il peut survivre dans la boue. Ça, c'est une des particularités de son système. Il a une haute tolérance à la pollution. Lorsque l'eau est polluée, pendant que les autres personnes meurent, lui s'adapte à la pollution et puis il vit dans cette eau polluée là. Voilà pourquoi les hommes ont beaucoup peur de ce poisson, parce que c'est, c'est plus fort que la compréhension de l'homme. Combien de personnes peuvent vivre dans un milieu pollué? Tandis que les autres personnes meurent dans ce milieu-là, lui s'adapte à ce milieu pour pouvoir vivre dans ce milieu. Un soin parentaux, comportement rare, les mâles défendent activement le nid et les œufs jusqu'à l'éclosion, garantissant un taux de suivi élevé. Ça, on observe ça chez plusieurs types de poissons. Il y a certains types de poissons où la femelle, lorsqu'elle pond, elle met les œufs dans sa bouche jusqu'à l'éclosion. On a les ovovivipares qui pondent les œufs, mais les œufs ne sont pas comme les requins. Les ovovivipares, ça, ce sont les requins. Le requin, il pond les œufs à l'intérieur de lui, mais ce sont les bébés qui sautent. Mais lui, chez lui, c'est le mâle qui surveille le nid et les œufs jusqu'à l'éclosion. Cela garantit un suivi élevé. Maintenant, vu qu'on parlait de sa morphologie, voilà, on a dit qu'il peut vivre jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 60 ans, il peut atteindre un poids de 130 kg pour un poisson d'eau douce. C'est énorme. C'est tellement énorme pour un poisson d'eau douce. Maintenant, il n'a pas d'écailles. C'est un poisson qui est un liquide visqueux sur la peau. Il n'a pas d'écailles. La spécificité de chez les glandes, il joue un rôle écologique, c'est-à-dire un rôle de nettoyeur. Le rôle de régulateur. La prédation sur les espèces invasives, écrevisses américaines, tortues de Floride. C'est-à-dire que les espèces qui vont envahir les eaux douces, ça lui va permettre, lui, en capturant et en consommant ces espèces-là, va permettre de réduire l'invasion de ces espèces-là. Et ça, c'est bon pour l'écosystème. Ensuite, elle joue un rôle d'autorégulation. Le cannibalisme naturel, c'est-à-dire que celui peut manger ses semblables chez lui, c'est un cannibale. En mangeant ses semblables chez lui, il va limiter la surpopulation de ces espèces-là dans nos milieux. Ça aussi, c'est bon pour l'écosystème. Et puis, il y a un débat, il est accusé de déséquilibrer les flux de poissons migratoires. C'est-à-dire que les saumons qui migrent pour venir, lui, il les consomme tous. Ça, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon. Il consomme tous ces cellules-là et tous ces saumons. Nous, on a besoin de ça. Maintenant, on arrive à la phase de démystification. Le silure est un monstre mythique ou un être divin. Tu vois, on va voyager au cœur des eaux troubles du Japon jusqu'au Burkina Faso en passant légèrement par la Côte d'Ivoire. C'est un voyageur au cœur des eaux troubles. De l'Europe à l'Afrique, une pensée qui s'étend Danube au Burkina Faso. On rappelle que Danube, c'est au Japon. Le plus grand poisson d'eau douce d'Eurasie, ça on a déjà dit, il peut atteindre une très grande morphologie, il n'a pas de caille, il a une visqueux. On n'a pas de son corps est recouvert de mucus, ça on a déjà dit. Ensuite, le poisson chat polaire de la Terre. Les Japonais ont une théorie. Les Japonais disent que tous les séismes, c'est-à-dire tremblements de terre qui ont lieu au Japon, sont causés par un silure. Donc ce silure-là, il est enfoui sous la terre et lorsqu'il bouge, ça crée des tremblements de terre. Donc ça fait que les Japonais ont une très grande peur des silures. Ils passent les silures comme un malfaiteur chez eux là-bas. Jusqu'il a dit que non, c'est le dieu Takemikazushi, c'est le dieu Takemikazushi, qui le maintient immobile avec une pierre sacrée. Donc lorsque le dieu il est un peu distrait, quand sa vigilance baisse, le poisson il bouge et puis il y a des séismes au Japon. Aujourd'hui, il est l'icône de l'invasion sismique. Il a même été pris comme exemple. Il a inspiré le Pokémon Barbisha. Le Pokémon Barbisha, pour ceux qui ont regardé Pokémon comme moi, le manga Pokémon, allez vous informer sur le manga. Voilà un peu le dieu Takemikazushi qui maintient ici le silure là avec la pierre. Donc, dès que le dieu est un peu distrait, le silure bouge et puis il y a des tremblements de terre. On va faire un petit coucou à nos voisins de Burkina Faso, au sanctuaire de Dafra, à Bobo Dioulasso. À Bobo Dioulasso, les Bobo Mandarés considèrent le silure comme un de leurs alliés. Chez eux, les silures ont permis de protéger ou ont participé au développement de leur population là-bas. Les silures sont leurs protecteurs, sont les dieux. Donc,
Et ils adorent ces cellules-là. Ils ont un lieu sacré même. Ils ont un sanctuaire où ils vont faire des pèlerinages. Ils offrent des sacrifices de poulets, des chèvres pour obtenir le succès, la santé, la longévité et la réussite dans tout ce qu'ils entreprennent. Ça, c'est selon eux les entendements et on ne peut pas leur enlever ça. Ça, c'est pas chez eux. Souvent même, à, ils vont jusqu'à offrir des obsèques comme à un humain. Lorsqu'un celui meurt, on le met dans un linceul et puis on l'enterre comme des êtres humains. Et chez ces cas-là, lorsqu'un celui meurt, il est considéré que c'est un ancêtre qui est mort. Donc on l'enterre comme un être humain. Maintenant, le celui est tellement respecté à Bobo Dioulasso qu'il figure sur l'armoire de la ville de Bobo Dioulasso. Donc vous pouvez vérifier ça, le celui figure sur l'armoire de la ville de Bobo Dioulasso. Vous voyez ici le sanctuaire de Dafara. C'est ici, ils font les pèlerinages et puis ils vont donner les vivres à leurs ancêtres qui sont les cellules. On fait un petit coucou à nos amis de la Côte d'Ivoire. À l'instant du sanctuaire de Dakar, plusieurs localités ivoiriennes possèdent des cours d'eau sacrés, notamment dans la zone lagunaire de l'Ouest. La zone lagunaire est dans la zone de l'Ouest. Dans ces zones-là, le sujet est considéré comme un divin ou un ancêtre protecteur qui protège les villages. Donc, il est strictement interdit de les pêcher ou de les consommer, même les blesser. Là-bas, si tu touches un celui, c'est ta vie qui va en l'air. Pas touche au celui, on les respecte comme on respecte nos parents, on les respecte comme les ancêtres, et ça reste là, on les adore, un point, un trait. Maintenant, en guise de conclusion, au thème de tout ça, il faut retenir que le silu, bien qu'il soit sujet de mythe, reste un poisson, reste une pièce maîtresse de la biodiversité moderne, comme on l'a expliqué, elle va permettre de lutter contre l'invasion des espèces et puis elle va permettre aussi de lutter contre leur surpopulation. Leur surpopulation. Donc, les peuples qui considèrent les Silures comme des dieux, ça, ce sont chez eux là-bas. Ils considèrent les Silures comme les dieux, ils les adorent et personne ne peut les enlever ça. Toi, ne vas pas chez eux pour dire que non, le Silure est un poisson normal, on peut le manger, non. Ça, c'est commettre une erreur. Chacun a ses traditions, chacun a ses rituels qu'il exécute chez lui à la maison. Donc, c'était un peu ça. Et bon ramadan à tous.